Bon Bernard, un avion, évidemment, ça vole grâce à ses ailes, mais j'aimerais comprendre, ça marche comment une aile? C'est quoi le principe? Une aile, c'est une sculpture, et c'est une sculpture qui se déplace dans le vent. Donc il faut de la vitesse. Il faut de la vitesse. Donc le capitaine Ferber, paix à ses cendres, autrefois avait dit que la sustentation, ce qui permet à un avion de voler, est une fleur qui naît de la vitesse. C'était joli, mais en fait c'est un peu plus technique que ça. Alors une aile, d'abord c'est une sculpture, elle a une forme. Un profil. Un profil d'aile. Et tu remarques, la première chose que tu remarques, c'est que le dessus est plus bombé que le dessous. Il y a un terme technique? Le dessus s'appelle l'extrado, le dessous s'appelle l'intrado. D'accord. Et c'est ce bombage qui va donner les caractéristiques de vol d'un avion. Un avion vole selon son profil, ce qui va lui donner sa personnalité, ce qui va faire de lui un pur sang ou au contraire un canasson, une haridelle, c'est le profil de l'aile. Tu sens le profil de l'aile quand tu es au manche d'un avion? Oui, c'est la personnalité de l'avion vient du profil de son aile. C'est ce qui fait de cette pièce, finalement, c'est le cœur de l'avion, c'est l'aile. D'accord. Maintenant, comment ça marche ? Ça se déplace dans l'air. Tu as des molécules d'air qui arrivent. On va prendre deux molécules jumelles, on va leur mettre un point jaune dessus pour mieux les voir. Et elles arrivent ici avec le vent. Elles attaquent l'aile par ce qu'on appelle le bord d'attaque, cette partie-là. Logiquement, là-bas, au bout, c'est le bord de fuite. Donc, elles arrivent au bord d'attaque ici, puis il y en a une qui va dire « je passe par-dessus » et l'autre qui dit « je passe par-dessous ». D'accord. Bizarrement, on les voit arriver toutes les deux en même temps. Et bizarrement, elles se retrouvent toutes les deux jumelles exactement dans la même position l'une par rapport à l'autre au bord de fuite. D'accord. Alors que si je regarde l'aile, elle est plus bombée sur le dessus, donc la molécule qui va passer dessus parcourt plus de chemin. Oui, dans le même temps. Dans le même temps. Ça veut dire qu'elle va plus vite. Et en allant plus vite, la pression au-dessus de l'aile diminue. Elle diminue, elle devient plus faible que la pression sous l'aile. J'ai moins de pression ici pendant le vol, au-dessus qu'en dessous. Et donc, beaucoup de gens pensent qu'une aile vole parce que l'air appuie sous l'aile, alors qu'en fait, c'est pas ça. L'avion vole parce que l'air suce l'aile, la dépression qui est ici, suce l'aile vers le haut. L'avion est aspiré. L'avion est aspiré vers le haut et ça s'appelle la portance. D'accord. Eh ben voilà, c'est clair. Alors, c'est vrai que c'est un joli profil, mais c'est fait comment, une aile, en fait? On va faire du bruit, tu vas voir. On tapote. Ah, là, c'est plus creux. La vertu des modèles réduits, comme celui-là en balsa, c'est qu'ils sont faits exactement comme les gros et que ça permet de comprendre. Le longeron, c'est ça. Voilà l'os de l'aile, voilà la pièce qui prend tous les efforts. C'est lui qui subit vraiment toutes les forces. C'est là que ça se termine, c'est là que ça se passe. Donc tu as l'os de l'aile, mais si tu regardes bien, si tu le mets de profil, tu vois que sur l'os sont enfilées des formes qui déterminent le bombage de l'aile, le profil de l'aile et qu'on appelle les nervures. D'accord. Donc les nervures enfilées sur le longeron vont dessiner la structure de l'aile. Par-dessus ça, tu mets une peau. Alors, ce n'est que de l'habillage au-dessus? C'est de l'habillage, c'est de la carrosserie. Autrefois, ça pouvait être fait en toile, on va en voir d'ailleurs. Après, ça a été fait en métal. Et puis aujourd'hui, c'est fait en carbone. Mais le principe reste le même. Il y a la structure basique, c'est-à-dire l'os de l'aile, le longeron, les nervures qui déterminent le profil de l'aile. Et à partir de ça, tu as la personnalité de l'avion. Tu vas avoir un avion fin, un avion parfois même trop fin d'ailleurs, un avion précis, hyper précis, où tu vas avoir un veau tranquille. Ça dépend du profil. Ça dépend du profil. Bon, alors sur cette maquette-là, comme sur cet avion, plus précisément un ULM ici, on a ce qu'on appelle des ailes basses, mais il y a aussi le modèle là avec ailes hautes. Alors, on va aller le voir d'ailleurs, c'est un avion rarissime d'époque et un monument historique. C'est quoi comme modèle ? C'est un Piper J2 du milieu des années 30. C'est un des avions les plus célèbres de l'histoire. Il y a même des gens qui disent que s'il n'en restait qu'un, ce serait celui-là, parce que le Piper, c'est un miracle volant. C'est un avion étrange, c'est un peu un ULM. C'est le premier avion vraiment économique et vraiment populaire de l'histoire. Il y a des millions de personnes qui ont appris à piloter sur ces machines. Alors ça change quoi, l'aile haute ? D'abord, à l'époque, c'était la manière dont traditionnellement on construisait les avions. C'est une période alors ? C'est une période, oui, c'est presque aujourd'hui on fait
plus beaucoup d'avions à aile haute. Alors, le problème de l'aile haute, c'est que donc on a l'aile, mais qu'une partie de la structure de l'aile qui tient l'aile à l'avion, etc., est externe. C'est tout ce haut-bannage, ces mâts, on va appeler ça des mâts, qui finalement donnent de la solidité à l'ensemble, alors que sur un avion moderne, qu'on dit cantilever, la structure est interne à l'aile. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Sur les avions de cette époque, il y avait cette structure externe qui a un défaut. Ça prend l'air. Ça prend l'air, elle traîne, et par conséquent, ça faisait des avions plutôt moins rapides que les avions d'aujourd'hui. D'accord. Et puis, il y a un petit problème aussi quand même quand on vole sur ces avions-là, c'est qu'on ne voit pas toujours très très bien. Quand tu es assis dedans, si tu veux virer par exemple à gauche, bon évidemment, tu vas incliner l'avion à gauche, et ben l'aile gauche, quand tu vas t'incliner, elle va masquer une partie du ciel sur ta gauche et tu vas avoir une moins bonne visibilité du côté où tu vas virer. Et c'est embêtant parce qu'en aviation, il faut toujours regarder avant de faire une manœuvre, regarder s'il n'y a pas un autre avion dans ce coin de ciel. Par contre, le fait d'avoir l'aile au-dessus de la tête, évidemment, ça te libère la visibilité vers le bas, sous l'avion. Et c'est très pratique quand on fait du parachutisme. Oui, parce que le trou est là, le trou il est là, la marche elle est là et tu peux descendre en marche. Alors on n'a pas fini sur les ailes. Ouais. Il y a des avions qui en ont plusieurs. Les avions avec plein d'ailes, biplans, triplans et pire encore parfois. Alors une aile au-dessus, une aile au-dessous, il est bleu, il est jaune, c'est un mythe. Ça s'appelle un Stearman, un PT-17. C'est le biplan qui a formé le plus de pilotes dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas loin de 400 000 gamins qui sont passés du statut de piéton à celui d'aviateur grâce au Stearman. Il commence en quelle année ? C'est un avion conçu au milieu des années 30 par un architecte américain qui s'appelait Lloyd Stearman, qui travaillait avec Frank Lloyd Wright, qui était un architecte fabuleux évidemment. Et Lloyd Stearman s'était passionné pour les avions, et c'est peut-être à cause du fait qu'il était architecte qu'il a réussi un avion qui est unique. C'est un monument, c'est au plan pilotage, le PT-17, cet avion-là, c'est... Alors à l'époque, on est dans les biplans. Qu'est-ce que ça apporte de plus d'avoir deux ailes l'une au-dessus de l'autre ? Le problème du biplan, c'est qu'à l'époque, les moteurs étaient relativement lourds et peu puissants, et par conséquent, les avions étaient peu motorisés, et donc il fallait de la portance. Ah d'accord, donc on multiplie la portance ? Oui, avec le même encombrement, la même envergure. Tu as deux ailes au lieu d'une, donc tu as plus de portance. Donc tu as un avion qui vole plus facilement parce qu'il est plus voilé avec la même puissance. Et donc c'était la mode à l'époque, puis c'était la technologie qui voulait ça, c'était les moyens de calcul qui voulaient ça. Et donc le problème posé par le biplan, c'est que certes il y a une aile en haut, une aile en bas, mais entre les deux ailes, il y a de la structure. Il faut, et ça a l'air d'être très solide, très compact d'ailleurs. Si tu regardes comment sont faits les ponts de l'époque, le pont de Brooklyn, c'est fait comme le pont de Brooklyn, c'est exactement la même chose, c'est des structures métalliques. C'est solide. C'est pire que solide, c'est indestructible. Ça, c'est plus solide qu'un tracteur des années 30. C'est des souris et des hommes version aéronautique. Donc une grande partie de la justification du biplan, c'est la faible puissance de l'avion. Donc aujourd'hui, a priori, il n'y a plus de raison de fabriquer des biplans. Alors aujourd'hui, dans le monde entier, il reste, à moins que je me trompe, mais il doit rester 2 biplans en fabrication qui sont fabriqués plus comme des objets un peu néo-rétro, et pour la beauté de la chose, en particulier des petits biplans de voltige américains qui s'appellent les Pitts, qui devraient être remboursés par la Sécu tellement ils sont agréables à faire voler. Mais c'est pratiquement les derniers biplans avec des Waco qui sont des évocations un peu comme ça des avions des années 30. C'est pratiquement les seuls biplans qui existent encore au monde qu'on peut acheter neuf. Mais le biplan... c'est du passé, c'est de la culture et c'est du plaisir à faire voler parce qu'un biplan, surtout décapotable, comme ils le sont pour la plupart, c'est quand même c'est autre chose, c'est classe. En fait, c'est la Harley du ciel. D'accord. Plein d'huile, ça vibre, ça fait beaucoup de bruit, ça avance pas, mais c'est tellement faible. Mais avec des avions aujourd'hui qui seraient faiblement motorisés, je pense par exemple à des avions électriques, est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt ? Là, on pourrait boucler la boucle, parce que finalement, le moteur électrique appliqué à l'aviation, c'est un moteur de très faible puissance, a priori. Donc, on va retomber dans les mêmes problèmes que ceux qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire un moteur de très faible puissance qu'il va falloir quand même faire voler, il va falloir mettre de l'aile. Et si on veut mettre de l'aile, comme en plus aujourd'hui, on sait faire très léger,
et très solide. Avec le carbone, par exemple, comme notre ULM de tout à l'heure, eh ben, peut-être qu'on verra revenir des avions à moteur électrique avec des micro-puissances, mais avec des grandes ailes, et peut-être 2 ailes, 3 ailes, pourquoi pas. D'accord. On empilera les ailes, et puis comme ça, on aura de la portance et on pourra voler. Donc le biplan a peut-être encore un avenir. Ouais, bah absolument. De toute façon, on ne peut pas désinventer quelque chose qui a bien marché. Allez, on va sortir un peu, voir le temps qu'il fait pour aller voler.